France Info et France 24 présentent. Bonjour, c'est la guerre que mène la France en théâtre extérieur, comme on dit dans l'état-major. Pour combien de temps encore ? Le Mali, pourtant, s'impose plus que jamais comme un enjeu démographique, sécuritaire, civilisationnel aux portes de l'Europe. Alors que Paris réorganise sa présence sur place, qui prendra l'espace laissé vacant par l'armée française ? Les groupes djihadistes et crapuleux qui déjà occupent le terrain, ou bien les mercenaires russes du groupe Wagner, souvent vus comme le faux nez du Kremlin dans sa quête d'influence. Et qu'en pensent les Maliens eux-mêmes ? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24, avec aujourd'hui à mes côtés Niagale Bagayoko. Bonjour. Vous êtes chercheuse, vous présentez l'African Security Sector Network. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, Nenayem, parlez-nous donc du Mali, sa situation géographique et sa taille. Bien, le Mali, vous voyez, c'est un vaste pays avec une superficie d'1 241 231 km². C'est 2 fois la superficie de la France. Le pays a des frontières héritées de la colonisation. C'est un pays, vous le voyez, totalement enclavé avec au nord l'Algérie, la Mauritanie, à l'ouest le Sénégal et puis au sud le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Vous le voyez ici, le fleuve Niger qui traverse le pays. Un pays 2 fois plus grand que la France, mais 3 fois moins peuplé. Absolument. Regardez la population, un peu plus de 20 millions d'habitants, sachant qu'un Malien sur 10 habite la capitale, Bamako. Et c'est dans ce pays grand comme 2 fois la France que les forces tricolores sont donc engagées depuis 2013. Après bientôt 9 ans passés à arpenter le nord du pays, les soldats français vont désormais se concentrer sur la zone des 3 frontières en libérant plusieurs bases, à commencer par Kidal. Anne-Fleur Lespio est sur place pour France 24. Elle y était voilà un mois lorsqu'a débuté ce transfert. Au cœur du Gourma malien, le camp de Gossi. L'une des bases abritant la force Barkhane que les autorités françaises ont décidé de conserver. Celles de Kidal, Tessalit et Tombouctou au nord du pays seront fermées d'ici la fin de l'année puis transmises à l'armée malienne. Si l'appui aérien sera maintenu, les effectifs de 5100 soldats français jusqu'alors présents au Sahel seront réduits. Des forces spéciales européennes réunies au sein de la Task Force Takuba auront la charge d'appuyer au combat les militaires maliens. À Bamako, ce haut gradé français tient à préciser les contours du nouveau dispositif de Barkhane. Le fait de se recentrer, de reconcentrer les forces, ça permet de gagner en termes d'action. Et l'idée n'est justement pas de créer un vide. L'idée est de laisser en compte à l'État malien la responsabilité de ces zones. Pour faire face à éventuellement un risque d'enlisement, il faut avoir une réponse qui n'est pas que militaire. Pourtant, 8 ans de guerre contre les djihadistes n'ont toujours pas permis aux autorités de faire leur retour sur un territoire dont le contrôle leur échappe aux 2 tiers. Et pour Hamidou Cissé, du groupe des Patriotes du Mali, le temps est venu de tourner la page de l'intervention française. Tous les jours, il y a des tueries partout. Et moi, je me demande réellement ce qu'ils font au Mali. Avant leur arrivée, on avait plus que peur. Avec leur arrivée, au bout de 6 mois, 1 année, on pensait qu'on allait avoir la paix. Et s'ils se retirent aujourd'hui, c'est vrai, dans 6 mois, 1 année, on va souffrir, mais mieux vaut souffrir que de rester dans leurs mains pour l'éternité. Tandis que Bamako se cherche de nouveaux partenaires, parmi lesquels les potentiels paramilitaires russes Wagner, régulièrement accusés d'exactions. Les ex-rebelles du Nord rappellent que les réponses à la crise multidimensionnelle doivent avant tout être maliennes. Quelle qu'en soit la force d'une force étrangère, elle ne pourra jamais sécuriser chez nous. Il faut obligatoirement les fils du terroir. Et cela ne pourra se faire qu'en mettant l'accord d'Alger en œuvre, c'est-à-dire allant à l'armée reconstituée et la redéployer, intégrer les forces de mouvement dans l'armée régulière malienne où tout un chacun se voit représenté là-dedans. Il y a une armée qui connaît le terrain et qui connaît la population. Une armée reconstituée qui peine à voir le jour depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Où en est-on justement, Niagale Bagayoko, de la réorganisation de l'armée malienne à l'heure où la France cède ses bases de Tessalit, de Tombouctou, de Kidal pour justement les remettre à la MINUSMA et aux forces armées maliennes? Il y a une montée en puissance de ces soldats maliens pour reprendre le contrôle de territoire dont on vient de l'entendre, qui leur échappe aux 2 tiers.
Alors malheureusement, non, on ne constate pas aujourd'hui une capacité renforcée des forces armées maliennes, les FAMA, à inverser la situation sur le terrain. Les principaux centres hors capitale, Bamako, leur échappent et on s'est aperçu notamment à l'occasion du blocus du village de Farabougou qu'il y avait une réelle incapacité à intervenir, à venir en aide aux populations, alors même qu'elles peuvent être assiégées par des groupes djihadistes, mais aussi être la cible, dans d'autres cas, de milices communautaires. Et on est l'intégration de ces éléments combattants, dont certains, il faut bien le dire, avaient déserté, voire même franchement trahi l'armée régulière malienne, comme l'évoque ce reportage à propos des accords d'Alger qui datent tout de même de 2015. Alors c'est l'une des grandes difficultés, justement, de ce processus dit de DDR, de démobilisation, désarmement, réintégration, c'est qu'en effet, l'expérience malienne fait que certains soldats, notamment du Nord, ont déserté plusieurs fois l'armée, ce qui rend les effectifs restés loyaux, extrêmement réticents face à ce processus. D'autre part, des unités de l'armée reconstituée, qui, je le rappelle, intègrent à la fois des FAMA, mais aussi des membres des groupes armés signataires de l'accord de paix, n'interviennent pas sur le terrain avec les unités FAMA traditionnelles, très souvent, et en sont coupées. Donc, en réalité, on s'aperçoit que le processus de réforme du système de sécurité malien n'a pas produit tous ses effets. Pour vous qui connaissez parfaitement le territoire malien, ce redéploiement français, c'est une réorganisation pour gagner en efficacité, comme on le dit ici à Paris, ou bien un désengagement, un retrait pur et simple, comme le critiquent un certain nombre de responsables maliens ? Malheureusement, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de répondre à cette question, y compris, à mon avis, pour les militaires maliens, mais aussi pour certains militaires français. La reconfiguration du dispositif n'est pas encore suffisamment clairement définie par les autorités politiques pour qu'on y voit vraiment clair. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un déplacement géographique de ce qui va remplacer Barkhane vers le territoire du Niger et un recentrage des éléments français du côté de la frontière avec ce pays. En tout cas, ce mouvement de l'armée française est diversement apprécié par les Maliens eux-mêmes, n'est-ce pas, Anne-Fleur Lespio, vous qui êtes à Bamako pour France 24 ? Oui, Raphaël, à Bamako, par exemple, les avis sont partagés au sein de la société civile face à la dégradation du contexte sécuritaire sur l'ensemble du territoire malien. Certains pointent du doigt l'enlisement de la force française engagée dans la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel depuis maintenant 8 ans. D'autres se disent abandonnés par la France et réclament l'intervention de la Russie à travers la société paramilitaire russe Wagner, une société privée régulièrement accusée d'exactions dont les mercenaires pourraient être déployés au Mali. Quant au nord du pays, et plus particulièrement dans la région de Tombouctou, où la force française s'apprête à fermer sa dernière emprise, le départ de Barkhane n'inquiète pas vraiment les populations qui, depuis la crise de 2012, se sentent livrées à elles-mêmes. Dans ces zones, rappelons-le, immenses, certains sont catégoriques. Ces dernières années, l'intervention de Barkhane n'a pas permis le rétablissement de la paix. Ces mêmes habitants demandent le retour de l'État, dont la réouverture des écoles aujourd'hui fermées par des groupes dits djihadistes dans la plupart des localités du nord du pays. Enfin, autre son de cloche, celui des membres signataires de l'accord de paix d'Alger qui craignent le vide laissé par le départ de Barkhane. Les anciens rebelles demandent la mise en place rapide d'une armée nationale reconstituée où chaque Malien et chaque ancien combattant se verrait représenter, une armée reconstituée prévue dans les dispositions de l'accord de paix signé en 2015, dont la mise en œuvre peine à voir le jour. Niagalé Bagayoko, la France, elle est vue comme l'ancienne puissance colonisatrice avec aujourd'hui encore des visées impérialistes ou bien comme un protecteur aujourd'hui du Mali. Est-ce qu'elle est plus ou moins crédible que cette junte qui a pris le pouvoir ? Alors, les perceptions de la France ont extrêmement varié depuis le début de son intervention en 2012. Lors du déclenchement de l'opération Serval, la France et ses troupes ont été accueillies en libérateurs face à la tentative de conquête du territoire de l'alliance rebelle et djihadiste qui progressait vers le sud. Mais avec le temps, la présence a été perçue non seulement comme
très inefficace parce que les populations n'en voient pas le bénéfice. Et lorsque l'on dit cela, les écoles sont très justement évoquées, mais cela veut dire aussi qu'on ne peut plus se rendre dans les champs, qu'on ne peut plus faire paître ses troupeaux. Et le décompte en termes de neutralisation des djihadistes, des terroristes, n'a absolument pas permis de démontrer l'efficacité sur le terrain. Inefficace, donc plus que impérialiste, en tout cas, ou invasif, c'est ce qui semble être la constatation. Quid de la junte Assimi Goïta, le colonel qui est aujourd'hui à sa tête, au terme du deuxième coup d'État, a semblé effectivement écarter la possibilité d'un scrutin qui devait pourtant avoir lieu fin février, qui était censé permettre un transfert du pouvoir aux civils. Alors, en effet, à l'issue du premier coup d'État, survenu en août 2020, il avait été convenu avec l'organisation sous-régionale, qui s'appelle la CEDEAO, de conclure un accord portant sur une transition d'une durée de 18 mois, dont l'échéance arrive à son terme en février prochain 2022. Et les nouvelles autorités qui ont perpétré un nouveau coup de force au mois de mai dernier ont entamé un bras de fer non seulement avec les autorités françaises, mais aussi avec les autorités de la CEDEAO, précisément. Et leur ont fait savoir, juste à l'occasion du sommet extraordinaire qui a été tenu le week-end dernier, qu'elles n'entendaient pas, ou n'étaient pas en mesure, plus exactement, de tenir ce scrutin, notamment pour des raisons sécuritaires. Il y a un autre acteur auquel la France est censée soit prêter main forte, soit même transmettre peut-être une partie de sa capacité, c'est la Task Force Takuba de l'Union européenne. Alors c'est un vœu pieux ou c'est une réelle capacité, une réelle force capable de s'opposer aux terroristes sur le terrain? Alors justement, la stratégie française de retrait repose sur deux piliers. La sahélisation, qui consiste à passer le relais aux forces armées des pays de la région, et l'européanisation à travers Takuba. Donc G5 Sahel et Takuba. Alors, pas uniquement G5 Sahel. Le G5 Sahel est un acteur qui mobilise des forces de manière conjointe, dans le cadre de sa force, qui porte précisément ce nom, mais également dans le cadre des déploiements à titre national des armées des différents États. Pour ce qui est de Takuba, d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de l'Union européenne, donc que la France n'a pas réussi à mobiliser l'Union européenne en tant que telle à l'appui de son rôle au Mali. Mais pour ce qui est du rôle des États qui ont accepté d'y apporter des contributions, comme l'Estonie notamment, qui est un acteur extrêmement présent, on s'aperçoit, ou la République tchèque, on s'aperçoit qu'ils sont en réalité très peu nombreux. La force Takuba, aujourd'hui, cela représente à peine 600 hommes, à comparer avec les 5100 du dispositif Barkhane. Alors bien entendu, les missions des forces spéciales ne sont pas les mêmes que celles des forces conventionnelles, mais tout de même, il faudrait au moins arriver à mobiliser 2000 hommes, et on en est encore loin. Des forces faméliques, donc, pour faire face au terrorisme. En tout cas, la société civile, elle veut croire encore en la paix. Les initiatives se multiplient à l'image de la chanson du rappeur Ibawan. La paix, angambolo di nyogoma, angabenga kekelenye, angaere botoronela. Kabina fitini foi ma changer halsa mali ba chogola, président fempe nana gateme antigeru bede chogola. Et c'est déjà la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, on est toujours ensemble pour évoquer l'avenir du Mali à l'heure du désengagement français avec vous. Niagale Bagayoko, chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network. Ce qui constitue le terreau du terrorisme NAIM, c'est d'abord l'extrême pauvreté. Et oui, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, Raphaël. On estime qu'un habitant sur 3 a besoin d'une aide alimentaire. Les zones rurales du Sud à forte densité démographique concentrent les 90% de pauvreté du pays.
Pour vous donner une idée, le produit intérieur brut par habitant au Mali est de 897 $. C'est 45 fois moins que la France, qui a un PIB par habitant de 38 825 $. Au Mali, c'est une économie essentiellement basée sur l'agriculture, mais qui possède des richesses minières, telles que l'or notamment. Alors cette pauvreté, Niagalé Bagayoko, c'est une fatalité. À quoi est-elle due? À une mauvaise gestion ou bien tout simplement à la démographie du pays? Non, je pense qu'elle est aussi malheureusement due à la façon dont a été conçu le développement d'une manière générale, à la fois par les autorités nationales, mais aussi par les partenaires internationaux qui ont accompagné ces processus. On s'aperçoit que trop souvent, une approche très technique, très technocratique a présidé à la mise en œuvre des projets sur le terrain qui n'ont pas correspondu aux besoins des populations notamment. Il est par ailleurs évidemment indéniable que la question de la gouvernance saine et transparente des budgets publics est aussi un problème absolument majeur, et notamment pour le cas du Mali, mais c'est vrai aussi de ses voisins au Niger, au Burkina Faso, pour le cas des budgets en matière de sécurité et de défense, qui eux-mêmes ont fait l'objet de nombreux détournements de la part des autorités précédentes. Vous évoquez les partenaires extérieurs, mais l'aide internationale, c'est tout de même 1 milliard de dollars par an, environ 850 millions d'euros. Où va cette aide ? C'est justement le problème auquel je faisais référence. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas accuser la communauté internationale de ne pas avoir été aux côtés du Mali au cours notamment des 10 dernières années, mais aussi dans les périodes qui ont précédé. Mais à mon avis, il est aujourd'hui absolument nécessaire de s'interroger sur les instruments qui sont mobilisés, qui trop souvent sont fondés sur des programmes définis de manière extérieure, sans prise en compte suffisante des spécificités, des environnements, des contextes locaux. Illustration en tout cas des difficultés économiques, l'extrême sécheresse liée au réchauffement, car oui, le Mali est directement victime du changement climatique. Le lac Fagibine au nord est aujourd'hui à sec. Conséquence, les dunes ont remplacé les terres agricoles, poussant à l'exode les villages avoisinants, comme nous l'explique à présent Yann Eiffel pour France Info. Il était l'un des plus grands lacs du Mali. Toute la vie des villages alentours dépendait de son eau, dans cette région en lisière du désert du Sahara, à 80 km de Tombouctou. Mais la dernière goutte du lac Fagibine s'est évaporée. Toute cette zone était remplie d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. Les dunes ont fini par engloutir le lac. Faute de végétation, le sable n'est pas fixé et ravage les villages. Cette dune de sable n'était pas là. Cette école accueillait 400 élèves. Les salles de classe ont été ensevelies. Elles sont à présent inaccessibles. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode ou bien pour le recrutement. Les plus jeunes ont fui la région. Ceux qui restent vivent de petits boulots. L'agriculture, l'élevage, la pêche à l'évidence sont impossibles. Cette habitante n'a d'autre choix que de vendre le peu de bois qu'il reste pour gagner un peu d'argent. Je sais que ça détruit l'environnement, mais qu'est-ce que je vais manger si je ne le fais pas? Mes enfants sont partis. Dans ce paysage gagné par la désolation, la situation humanitaire est devenue préoccupante. Le Mali fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. C'est ça, Niagalé Bagayoko, l'accès à l'eau et à la terre qui alimente les violences. On pense aux affrontements meurtriers entre communautés Peul et Dogon, par exemple. Alors, je pense qu'il faut distinguer différents phénomènes. D'un côté, le changement climatique et d'autre part, des conflits, en effet, de nature communautaire qui sont liés au mode de gestion et d'exploitation des ressources naturelles qui, eux-mêmes, ont préexisté
à ces dynamiques environnementales dégradées. On s'aperçoit que la difficulté est que ces conflits qui très souvent existaient de manière séculaire, notamment entre populations sédentaires qui mènent des activités agricoles et des communautés nomades qui mènent des activités pastorales, ont été alimentés par les flux d'armes, par exemple, qui sont venus de l'extérieur, par l'instrumentalisation politique de ces luttes, y compris par les groupes djihadistes, mais aussi par certains groupes d'autodéfense, et que, par ailleurs, on a assisté à une reconfiguration des relations de pouvoir entre des communautés qui étaient autrefois considérées comme aristocratiques, comme nobles, qui ont été déclassées, notamment parmi les communautés pastorales, Touareg et Peuls. Et c'est dans ce contexte qu'un nouvel acteur vient de faire son apparition, la Russie, non pas elle directement, mais via le groupe de mercenaires Wagner, réputé proche de Vladimir Poutine. Il négocie actuellement activement avec le pouvoir malien. La Russie est-elle prête à remplacer la France au Mali? Luc Lacroix, vous qui êtes le correspondant de France Télévisions à Moscou. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici en Russie, Wagner n'a même pas d'existence officielle. En théorie, les sociétés de mercenaires sont interdites. Mais c'est un secret de Polichinelle. Interrogé sur Wagner il y a quelques semaines, Vladimir Poutine lui-même n'a pas cherché à démentir son existence. En revanche, il a répété que, selon lui, Wagner n'agissait pas pour le compte de l'État russe et il a posé une limite très importante, c'est que si jamais les actions des mercenaires de Wagner étaient contraires aux intérêts de la Russie, alors il interviendrait. Et c'est là tout l'intérêt de Wagner pour la Russie, pouvoir agir sans avoir à en supporter les risques. C'est ce que l'on appelle le déni plausible. À tout instant, la Russie peut s'en laver les mains et dire nous n'avons rien à voir avec ces mercenaires. En plus de cela, cela permet d'agir à moindre coût, car bien souvent, selon les spécialistes qui se sont penchés sur Wagner et à qui j'ai pu parler, pour se faire payer, les mercenaires de Wagner reçoivent en fait des concessions pétrolières et minières. Derrière Wagner, selon ces spécialistes, il y a un homme, Yevgeny Prigojine. Il a été surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration collective, notamment grâce à d'énormes contrats pour fournir en nourriture l'armée russe. Alors il ne faut pas surestimer la puissance de Wagner. Ils n'ont pas d'armes lourdes et ce n'est pas l'équivalent d'une armée classique, mais ils peuvent jouer un rôle crucial et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ils l'ont montré par le passé. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines que l'on parle de l'arrivée de mercenaires de Wagner au Mali. Le pouvoir malien a confirmé qu'il était en négociation avec Wagner pour un contrat de sécurité, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de preuve de l'arrivée de ces mercenaires sur le territoire malien. Pour les Maliens, ça permet d'essayer d'éviter un coup d'État, et puis ça permet aussi d'aiguillonner les Français qui sont en train de repositionner l'opération Barkhane et avec qui les relations sont mauvaises. Le groupe Wagner à Bamako, c'est fait, Niagale Bagayoko, et si oui, pour combien de temps, avec quels objectifs? Alors, à mon avis, c'est tout à fait personnel, mais je ne pense pas que ce soit fait, ni véritablement que cela se fera. Je pense que les autorités maliennes actuelles ont fait preuve d'une grande habileté sur le front diplomatique en étant capables d'affoler les chancelleries occidentales, y compris en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais la difficulté qui se pose, c'est le statut légal de ce groupe Wagner qui n'a pas d'existence juridique. Donc il est tout à fait possible que la Russie, qui, il est fondamental de le rappeler, n'est pas du tout un nouvel acteur au Mali, puisque ça a au contraire été le premier partenaire en matière de sécurité et de défense après l'indépendance, et cela pendant 30 ans, peut effectivement, en cas d'accord avec le Mali, recourir à des sous-traitants. Et là, il est extrêmement difficile de savoir de quel type de sous-traitance il s'agira et avec quel type d'acteur. Mais pour clore sur cet aspect, il faut aussi préciser que les forces de Wagner n'ont jamais été capables sur aucun théâtre d'inverser le rapport de force stratégique. Donc il est très douteux qu'elles auraient elles-mêmes une capacité d'intervention déterminant dans le contexte conflictuel du Mali. La France a raison de dire qu'elle ne pourrait pas rester au Mali et côtoyer un groupe comme Wagner?
Alors, sur les principes, elle a absolument raison, parce que les exactions qui ont été reprochées à ce groupe, notamment en Centrafrique, sont absolument terrifiantes. Il faut se référer au rapport des Nations Unies. Mais la difficulté est que la France a fixé un certain nombre de lignes rouges en ce qui concerne les négociations avec les groupes djihadistes, en ce qui concerne les délais à propos des élections, maintenant à propos de l'arrivée de cette force, et qu'en réalité, les autorités maliennes ont toujours franchi le Rubicon. Donc, est-ce qu'il faut continuer à fixer de cette façon-là des ultimatums quand la décision de se retirer ne semble pas totalement prise, ainsi que le démontre la coopération qui continue de manière très étroite sur le terrain entre les effectifs de Barkhane et les forces armées maliennes? Je n'en suis pas sûre personnellement. Tout avait pourtant bien commencé avec, on l'a dit, l'opération Serval, l'intervention française lancée en 2013 pour libérer le nord du Mali du joug djihadiste. Le président d'alors, François Hollande, avait été accueilli en héros à Tombouctou. Revoyez ces images, elles sont signées Valérie Astruc pour France Télévisions. Accueil triomphal pour le président français. François Hollande, son nom est scandé par une foule en liesse. Tombouctou libéré et ses habitants saluent la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Nous sommes venus supporter François Hollande. On est fiers de François Hollande. Un peu plus tôt ce matin, un avion militaire français ouvre ses portes. Protocole oblige, le président malien par intérim en sort le premier, puis François Hollande. Tout un symbole. Le président français foule le sol de la grande ville du Nord Mali, reprise cette semaine au groupe islamiste par les forces françaises et maliennes. Pour le président français, l'hymne de Tombouctou. Pendant 10 mois, il était interdit par les occupants islamistes. Toute musique était proscrite. Et pour remercier la France d'avoir libéré la ville, François Hollande reçoit un chameau. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Tombouctou a été saccagé par les occupants islamistes. Première étape du président, les mausolées du XIIIe siècle dont il ne reste plus que des cendres. Deuxième étape, la visite de la grande bibliothèque. 11 000 manuscrits étaient conservés. Voilà ceux qui ont été sauvés. Ça s'est déboulé dans la nuit du mois de janvier. Oui. C'est les islamiques même qui ont brûlé. Ce que nous avions fait était pour libérer et pour permettre que aussi des lieux de culte, mais également des éléments de patrimoine, par exemple des manuscrits, puissent être de nouveau protégés, sauvegardés. Aux côtés de François Hollande, plusieurs ministres, dont Laurent Fabius, acclamé lui aussi. Les larmes du ministre des Affaires étrangères à Tombouctou pour une journée historique. Plus beau jour de ma vie politique, avait dit à l'époque François Hollande. La suite, on la connaît, c'est l'enlisement face aux djihadistes et l'extension du conflit aux pays limitrophes. C'était inévitable, inscrit dès le départ. Niagalé Bagayoko, on a raté quelque chose. À mon avis, on a raté quelque chose dans la mesure où la lecture de la complexité de cet environnement conflictuel n'a pas été suffisamment développée, premièrement. Et deuxièmement, l'intervention militaire n'a pas suffisamment été assise sur une vision politique de l'objectif qui était recherché à travers les interventions sur le terrain. Merci Niagalé Bagayoko, chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network, d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur France Info et France 24 et d'ici là sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Très bonne semaine à tous.